Citroën a eu une idée de génie en 2009-2010 lorsqu'ils ont sorti la deuxième génération de C3, créer un projet annexe à cette deuxième génération de C3 qui consistait à enlever deux portes, apporter de meilleurs matériaux, on va dire, dans la voiture et de plus belles finitions un tant soit peu, et surtout beaucoup de personnalisation. Et ça donnait quoi? Ça donnait la Citroën DS3. Un très grand succès, cette Citroën DS3 qui est sortie en 2010. Et Citroën a tout simplement copié une formule qui était tout à fait similaire de l'autre côté des Alpes, la Fiat 500 de 2007. La recette était tout à fait pareille, prendre une petite voiture populaire 5 portes qui est la Fiat Panda, enlever deux portes et ajouter beaucoup de personnalisation pour obtenir la Fiat 500. Alors ça fait plus de 10 ans que la Citroën DS3 est sortie et que DS a pris son autonomie depuis. DS est devenue une marque à part entière depuis 2014 et ces 10 années n'ont pas été de tout repos pour DS. Aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions de conduite sur la DS3 Crossback électrique et qu'est-ce que je pense de cette voiture en général, comment elle se positionne par rapport à sa concurrence. Mais avant, je pense qu'il est quand même important de comprendre d'où vient DS. DS vient évidemment de cette DS3 initialement née chez Citroën. Mais par-dessus cette DS3, il y a eu deux autres modèles. Citroën a lancé la griffe DS avec trois modèles en à peine 2 ans. Donc il y a eu la DS4 et la DS5. Donc la DS4, j'en reparlerai très prochainement. Donc je vous expliquerai en quoi la première était un petit peu bâtarde dans son positionnement. Et la DS5 qui était un peu un objet roulant non identifiable, qui était assez attrayant esthétiquement, mais qui en tant que produit n'était pas spécialement facile à évaluer et à comprendre de la part du client, avec finalement une diffusion assez confidentielle sur le marché. Le problème avec DS, c'est que quand il lance des nouvelles voitures, il les lance, on va dire, par 3, et la première est toujours meilleure que la seconde, qui est toujours meilleure que la troisième. La DS3 sortie en 2010 était très facile à comprendre et très facile à vendre, beaucoup plus que la DS4 sortie à peine 1 an plus tard, qui elle-même l'était beaucoup plus que la DS5. Et si on prend les DS modernes, la DS7 Crossback, c'est super facile à comprendre, c'est un SUV familial, un peu plus bourgeois que le 3008, mais tout aussi excellent. S'en est suivi la DS3 Crossback, donc qui est censé être un SUV, mais vous allez voir lorsque je vous parlerai des impressions de conduite, n'en est pas vraiment un, qui dispose d'une version électrique certes intéressante d'un point de vue image et marketing, mais qui n'est pas sans défaut. J'y reviendrai là encore, et qui finalement se vend moins que la DS7 Crossback aujourd'hui. Mais ça reste quand même une meilleure offre que la DS9 E-Tense, qui est fabriquée en Chine, qui est une berline tricorps avec un coffre, une silhouette qui ne se vend plus du tout, bien sûr, en Europe, donc qui aura guère plus qu'un succès d'estime sous nos contrées. Mais je pense que la DS4, tout récemment sortie, va inverser cette tendance et devrait, je pense, assurer de très bonnes ventes pour DS. Et notez aussi que DS a sorti un véhicule spécifiquement pour la Chine. Je dis un véhicule, mais c'était en fait 3 silhouettes et 3 noms. C'est la DS5 LS, donc qui est une berline tricorps basée sur la plateforme des C4 et DS4 européennes, avec un empattement un peu plus long, ce qui permettait d'offrir une meilleure habitabilité, bien sûr. Une version bicorps de cette voiture est la DS4S, donc une version bicorps de la DS5 LS, sachant qu'en Chine, les berlines bicorps, comme on les connaît en Europe, c'est pas ce qui se vend le mieux. Et enfin une troisième silhouette qui est la DS6, donc une version un peu plus crossover de cette voiture spécifiquement conçue pour la Chine. Donc c'était pas des mauvaises voitures en elles-mêmes, ces voitures conçues pour la Chine, mais c'est plus le partenariat avec Changhang, je crois, qu'avait DS à l'époque, qui n'était pas vraiment la meilleure co-entreprise industrielle de PSA à l'époque, qui a fait que la distribution n'était pas spécialement au niveau de ce que pouvaient attendre les clients pour une marque entre guillemets luxueuse à la française. Donc ces DS chinoises sont vite sorties du catalogue. Une décision un peu maladroite de PSA selon moi a été de dissocier la marque DS de Citroën dès 2014, alors qu'ils n'avaient pas les produits pour aller avec. 2014, PSA était encore convalescent au niveau santé financière, et les nouveaux produits européens de DS ne sont pas sortis avant 2018. Donc DS a dû construire sa nouvelle marque avec les modèles qui étaient sortis déjà chez Citroën. Donc c'était vraiment très périlleux pour construire une marque solide de partir avec les modèles qui existaient déjà. Il aurait certainement été plus sage d'attendre peut-être 2017 ou 2018 et l'arrivée du DS7 Crossback pour émanciper la marque DS. Mais bon, c'est toujours plus facile de décider une fois que l'histoire a été écrite. Le
DS7 Crossback est en train de connaître un franc succès depuis l'arrivée de la version hybride rechargeable. On l'a beaucoup critiqué à sa sortie puisque comparé aux concurrents allemands, il n'avait pas de grosse motorisation, de litres turbo essence ou voire même des V6 essence ou diesel. Mais avec l'arrivée de la version hybride rechargeable, la proposition DS est devenue tout à fait crédible par rapport aux véhicules allemands ou même par rapport au XC60 de Volvo. Avec un véhicule hybride rechargeable 4 roues motrices jusqu'à 300 chevaux, une offre tout à fait pertinente sur son marché et qui a la particularité d'être assez légère, là où tous les concurrents dépassent allègrement les 2 tonnes. Sur la DS7, on est autour de 1800 kg, plutôt un bon point de la part du véhicule français. Et si c'est possible, et s'il peut être aussi léger dans cette version hybride rechargeable, et encore plus naturellement dans les versions thermiques, c'est grâce à la plateforme EMP2 dont je vous avais déjà parlé, qui a servi de base au Peugeot 3008. Pour l'anecdote, je pense que le seul défaut du DS7 Crossback, c'est son pare-choc arrière avec les rappels de feu façon DQ7 mais en plus moche, un bandeau de feu très très épais dans le pare-choc et surtout les fausses sorties d'échappement caroïdes, trapézoïdes, je sais pas trop comment les décrire, qui sont assez affreuses. Mais ça, j'espère que ce sera corrigé avec l'arrivée de la phase 2 qui ne devrait plus trop tarder maintenant. Finalement, quand on regarde les 10 ans de DS qui viennent de passer, ce dont on peut se rendre compte, c'est que la marque a cruellement souffert du manque d'investissement dans les produits qu'elle a livrés. Aujourd'hui, ça se corrige, puisque Stellantis a plus d'argent et donc peut investir davantage. Et puis le DS7 se vend bien, il se vend cher et il se vend dans un segment qui est tout à fait porteur en Europe. Donc là aussi, ça permet de porter l'image de marque de DS. Donc la marque a pu s'égarer dans les produits proposés sur les 10 premières années de sa vie. Mais je pense que maintenant elle est rentrée sur une bonne phase et les futurs DS qui nous seront proposés seront très certainement d'excellentes voitures, à commencer par la prochaine DS4. Donc la DS3 qui a fait le succès et qui a fait naître la marque DS indépendamment de Citroën a été renouvelée fin 2018, début 2019 par le DS3 Crossback qui apporte beaucoup de nouveautés par rapport à l'ancienne. Tout d'abord, c'est un véhicule qui se veut être un petit crossover, un peu surélevé, mais qui demeure quand même très compact. On est sur un empattement qui est plus court que le Peugeot 2008 qui est développé sur la même plateforme. Une voiture qui partagera beaucoup avec l'Opel Mokka de 2e génération, qui est fabriquée d'ailleurs dans la même usine en France, à Poissy. Beaucoup à dire sur cette DS3 Crossback et en particulier sur la version électrique. D'un point de vue design, c'est assez réussi jusqu'au pied milieu de la voiture. Toute la partie avant de la voiture pour moi est tout à fait cohérente, bien dans le style DS avec quelques artifices qui peuvent plaire ou déplaire mais qui s'inscrivent bien dans le langage esthétique qu'a voulu développer la marque, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur on a une planche de bord qui est assez impressionnante avec un parement de cuir en face du passager, des matériaux qui sont de bonne qualité sur la partie avant, et une console centrale assez impressionnante notamment au niveau des commandes de lève-vitres électriques. Et je trouve que oui, l'ambiance esthétique de la voiture fonctionne très bien. Là où ça marche beaucoup moins bien selon moi, c'est sur la partie arrière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, on sent que l'empattement est trop court pour cette voiture. Alors c'est pas gênant sur une 208, mais quand on est sur un petit crossover comme la DS3 Crossback, avoir une habitabilité aussi comptée est à mon avis un défaut pour vendre ce genre de voiture. Quand on s'installe à l'arrière, non seulement on n'a pas beaucoup de place, mais en plus on est gêné par l'esthétique de la voiture avec l'aileron de requin qui se met sur l'extérieur et qui grève complètement la visibilité à l'intérieur. Et enfin le traitement des contreportes à l'arrière est vraiment très très basique. On n'est pas du tout sur le même raffinement qu'à l'avant de la voiture. Et vu les prix annoncés, c'est à mon avis pas acceptable d'avoir un traitement de l'habitacle qui soit aussi différencié entre l'avant et l'arrière. Alors je sais pas si si DS gardera l'aileron de requin sur la phase 2 qui sortira bientôt du DS3 Crossback. Je ne serais pas surpris qu'il l'enlève, histoire d'avancer un petit peu dans le design, pas rester figé sur cet élément typique de la DS3, mais bon, qui date de 2010. Ce serait intéressant de voir l'évolution esthétique de DS de ce point de vue-là. Alors concernant la version électrique, la DS3 Crossback e-Tense électrique donc, est la première voiture électrique, on va dire de nouvelle génération,
mise sur le marché par PSA, basée sur cette nouvelle plateforme dont je vous avais déjà parlé concernant la 208, plateforme iCMP. Donc beaucoup de points communs avec la 208 bien sûr. Outre la plateforme, on a exactement la même batterie, le même moteur et donc les mêmes défauts finalement. Et même si la voiture est petite, les défauts sont accrus par rapport à la 208 puisque elle est un peu plus haute, un peu plus large, a des pneus aussi un peu plus gros. Pas franchement la bonne recette pour améliorer l'efficience. Et ça se paye au niveau de l'autonomie homologuée qui est à peine à 320 km sur le cycle WLTP. Et dans la réalité, si on arrive à 250, on est plutôt bien. Alors au niveau de la recharge, je ne sais plus si c'était le cas au lancement, mais apparemment aujourd'hui, fin 2021, le chargeur triphasé 11 kW est de série sur cette voiture. Donc c'est plutôt un bon point. J'espère que ça va se généraliser sur d'autres véhicules du groupe Stellantis. Ça me paraît normal que pour un véhicule entre guillemets premium, on ait la meilleure capacité de recharge possible. Par contre au niveau courant continu, on reste sur la même chose que la 208. 100 kW en puissance maximum. À conduire, j'ai préféré cette DS3 à la 208 électrique. Elle est un petit peu moins souple, étrangement, par rapport à la 208. Finalement, je préfère, puisque ça assure une route qui est, à mon avis, un peu plus stable, surtout dans les grandes courbes. Je préfère le compromis confort tenue de route adopté par cette DS3 Crossback électrique. Non pas que la 208 soit mauvaise, mais elle est un peu trop souple à mon goût. Je me sentirais beaucoup plus confiant au volant de la DS3 Crossback s'il s'agissait de faire un long trajet ou de traverser la France. Enfin, si l'autonomie le permettait. Alors la DS3 Crossback électrique, c'est une autonomie raisonnable, sans battre des records non plus. Un confort de conduite que je trouve tout à fait appréciable. Un design assez sympa, en tout cas sur la partie avant de la voiture. Globalement, une bonne voiture, mais à 2 défauts près. Et pas des moindres, c'est vraiment des gros défauts selon moi. Le premier, c'est l'ergonomie. Comme je vous l'ai dit, les vitres, par exemple, sont au milieu de la voiture, sur la console centrale. C'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Ce qu'il y a de gênant, par contre, ce sont les boutons qu'il y a sous les aérateurs, dans les espèces de losanges. En fait, c'est des boutons tactiles. Le seul bouton physique qu'il y a là-dedans, c'est les warnings, puisque c'est obligatoire. Tout le reste, c'est des boutons tactiles. C'est vraiment pas terrible, je trouve. On a zéro ressenti lorsqu'on appuie dessus, forcément. Pas de retour haptique, rien. C'est plutôt négatif d'un point de vue ergonomie. Et le deuxième point d'ergonomie qui, à mon avis, est pas terrible, c'est les écrans. Alors le design de l'interface est plutôt joli, hein. C'est très DS, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien. Mais par contre la réactivité est vraiment pas au niveau. Quand on voit les prix de la voiture, c'est pas du tout acceptable d'avoir des écrans qui sont aussi peu réactifs. L'écran qui fait office de compteur fait seulement 7 pouces, mais ça j'ai pas trouvé ça spécialement gênant. Toutes les informations sont assez claires, on peut afficher la carte du GPS si on veut. Non, ce qui est vraiment gênant sur cet écran, c'est la réactivité, hein. C'est vraiment très lent donc, dès qu'on veut changer les informations qui sont affichées dessus. Et l'écran central fait jusqu'à 10 pouces en option. C'est encore ces fameux écrans ultra larges de PSA Peugeot Citroën, mais avec un logiciel pas du tout adapté. Quand vous naviguez dans les menus de ce logiciel, vous vous rendez tout à fait compte que c'est conçu pour un écran moins large, à savoir l'écran 7 pouces des modèles de base. Le seul truc qu'ils ont fait pour meubler la largeur de cet écran, c'est d'afficher la température de la clim à gauche et à droite. Et ça n'a en plus aucun sens puisque la climatisation automatique sur la DS3 Crossback est une climatisation automatique monozone. Donc avoir l'information qui fasse 22 degrés côté conducteur ou 22 degrés côté passager, ça n'a vraiment pas de sens. J'aurais vraiment aimé voir les réunions chez PSA au moment où ils ont décidé que sur la 508, le DS7 Crossback, la 208, le DS3 Crossback, on s'est dit bon on va mettre un écran super large, mais on n'a pas le logiciel qui va avec, comment on fait? Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec la température de la clim des deux côtés, sans autre information plus pertinente. Mais la qualité des écrans, c'est rien encore par rapport au plus gros défaut de cette DS3 Crossback électrique. Et c'est son prix, c'est extrêmement cher. On est à partir de 37 000, on va dire 38 000 euros sur les modèles de base. On n'a pas du tout l'impression d'avoir une voiture premium sur ces finitions-là, même si l'équipement est quand même correct. Et sur la version la plus chère, on est autour de 50 000 euros. C'est la version Louvre, je crois qu'elle s'appelle. Je veux bien qu'elle soit très très bien équipée, qu'elle ait des très beaux cuirs, de très belles finitions. Mais 50 000 euros pour une petite voiture électrique qui atteint péniblement les 300 km d'autonomie, je trouve ça vraiment indécent, hors de propos. Et fatalement, autant sur une voiture à 32 000 euros comme une 208, on peut accepter les faiblesses que représente l'autonomie ou la consommation de la voiture qui est un peu plus importante que la concurrence. Et sur une voiture à 45 ou 50 000 euros,
c'est pas possible. Surtout sur un gabarit aussi petit. Pour vous mettre les choses en perspective, 40-45 000 euros, c'est le prix catalogue d'un Hyundai Kona électrique qui est homologué pour 484 km d'autonomie. Vous n'avez pas les surpiqûres point perle et le cuir pleine fleur, mais je pense que quand on achète un véhicule électrique, c'est pas vraiment ce qu'on cherche en priorité. J'espère vivement que la phase 2 qui devrait sortir d'ici 1 ou 2 ans de la DS3 Crossback va corriger tous ces défauts. La voiture a vraiment du potentiel, comme je vous l'ai dit, elle est très agréable à conduire, elle est très bien finie, elle est très bien construite. Il faut absolument corriger ce problème d'autonomie et de prix pour que la voiture soit beaucoup plus cohérente par rapport à la concurrence. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la DS3 Crossback électrique et surtout dites-moi ce que vous pensez de la marque DS en général, de comment elle est en train d'émerger avec ces nouveaux modèles. Qu'est-ce que vous pensez de ce que devient la marque DS, notamment par rapport aux marques allemandes? Est-ce que vous pensez que les propositions sont pertinentes? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner notamment la nouvelle DS4 que j'essaye tout bientôt. Encore une fois, merci à tous pour vos commentaires et les discussions qu'on peut avoir, c'est vraiment super intéressant. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et en attendant de discuter à nouveau, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.